bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission que nous enregistrons en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible, dont le numéro de printemps porte sur Qumran. En effet, cela fait 70 ans qu'on a découvert à Qumran les fameux manuscrits de la Mer Morte. Ceux-ci ont suscité beaucoup d'émoi et pas mal de fantasmes. Ne fallait-il pas réviser tout ce qu'on savait du judaïsme, voire du christianisme ? Je vous propose donc, avec le recul, de faire le bilan de cette découverte. Que contiennent ces fameux textes ? Ont-ils été écrits par les Esséniens, comme on l'a dit ? Et d'ailleurs, que sait-on d'eux ? Quel rapport entre les jarres à manuscrits cachés dans les grottes de Qumran et le site archéologique qui se trouve au bas des falaises ? Pour répondre à ces questions, deux invités exceptionnels. Frère Jean-Baptiste Humbert, bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes archéologue à l'école biblique de Jérusalem. Et professeur David Amidovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du judaïsme à l'université de Lausanne. Jean-Baptiste Humbert, on va peut-être faire un peu l'historique de cette découverte, puisque avant même d'expliquer ce qu'on a découvert, comment on l'a découvert, c'est assez intéressant. On est en 1947, on est sur les bords de la mer Morte. Peut-être, dites-nous à quoi ça ressemble, Qumran. Je dis toujours que le site est moche. Ça commence bien. Oui, c'est un site archéologique, mais peu séduisant. Et le tourisme aujourd'hui s'en occupe pour essayer d'attirer quand même le chaland. Mais heureusement, le paysage est superbe. Donc on est effectivement au bord de la mer Morte, même si le niveau de la mer descend d'année en année, on est quand même au bord de ce grand plan d'eau aux couleurs magnifiques, surtout le soir. Il faut visiter Qumran l'hiver aussi, ou alors on voit toute la Transjordanie en bleu clair ou mauve selon la journée. C'est un très bel endroit. Alors si le site archéologique n'est pas très séduisant, eh bien, on peut faire vibrer les gens avec les visiteurs, avec le paysage. Et c'est un peu une de mes idées maîtresses, c'est qu'il faut quitter Qumran, il faut déverrouiller Qumran, il faut faire sauter le cadenas, puisque pour moi, l'histoire de Qumran, alors, est autour de la mer Morte. Il faut l'étendre, il ne faut pas rester bloqué sur ce site malheureux, mais il faut regarder, si c'est essénien, je crois, il faut alors regarder toute la mer Morte. Alors on respire. J'ai dit, il y a deux sites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire, il y a le site de la découverte des jarres, et puis une sorte d'établissement qu'on a fouillé en bas. Oui, mais pour moi, c'est quand même le même site. Il ne faut pas trop regarder un site archéologique dans ses murs, mais il faut regarder, il est quand même inséré dans un endroit, dans un paysage, au bord d'une ravine, dominant la mer Morte, puis au pied d'une falaise magnifique, qui est pleine de trous. Et je dirais que les trous, les cavernes, les anfractuosités qui ont contenu les manuscrits appartiennent au site. 1947, alors je ne sais pas si l'histoire est vraie, le petit berger qui découvre des manuscrits, bon bref, l'école archéologique biblique dont vous êtes se met en marche, commence à fouiller tout et découvre justement le site dont vous parlez en bas, le site de Qumran. Et le père Deveau, c'est quand même un nom qu'il va falloir, qu'il faut connaître. Évoquer. Oui. Le père Deveau dit tout de suite, il est dominicain, c'est un couvent essénien. Est-ce que je résume bien ? Oui, en fait, c'est une véritable saga qui a évidemment provoqué des romans, des bandes dessinées, même un oratorio fumeux que j'ai entendu une fois à la radio. Donc, effectivement, le sujet Qumran attire. Il y a quelque chose de fascinant, un peu Da Vinci Code, etc. Bon. En fait, je reviens à la science est un peu plus austère. Mais il y a un aspect assez amusant dans toute cette affaire, c'est qu'il y a les Bédouins qui sont des acteurs essentiels dans l'histoire de Qumran. Or, on demandera à David tout à l'heure ce qu'il en pense, mais le problème, ou c'est peut-être un problème plus archéologique, mais les Bédouins ont été les maîtres du jeu.
C'est-à-dire ils ont trouvé la quasi-totalité des grottes, ils ont trouvé la quasi-totalité des jarres, ils ont ouvert les jarres, ils ont tiré les manuscrits, ils ont emporté les jarres et les manuscrits à Bethléem, ils ont ventilé tout ça dans un commerce un peu hasardeux. En fait, de cette découverte des manuscrits, on ne sait rien. Et ça, c'est une question pour l'archéologie, pour l'archéologue, une question lancinante à laquelle on ne peut plus répondre parce que les Bédouins... Alors, les Américains ont cru qu'en interrogeant les derniers témoins, on pouvait croire que... En fait, les Bédouins racontent ce que vous voulez entendre. Et surtout, ils ont oublié, parce que les dépôts qu'ils ont violés ne les intéressaient pas outre mesure, seulement pour vendre. C'était de la camelote à vendre. Mais ils n'ont aucune mémoire. Tout ce qui a été raconté, pour moi, n'est pas crédible. Est-ce que c'est ennuyeux, même pour vous? Alors, bon, on va c'est un jeu à deux voix. Vous êtes plutôt l'archéologue, vous êtes plutôt celui qui s'occupe Je lui renvoie, c'est la composition vous êtes des plutôt grottes. Spécialiste des textes. Est-ce que c'est ennuyeux? Et est-ce qu'aussi ça explique une partie du fantasme où on avait l'impression qu'on avait fait une découverte merveilleuse et que, en fait, l'Église, parce que ça la dérangeait, ne voulait pas que les choses se sachent? Oui, on a mis un nom maintenant un petit peu à toutes ces théories. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les théories complotistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recherchent aujourd'hui un peu des complots partout. Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune, etc. Donc il y a plein de... Il y a plein de complots, et avec ce que dit Jean-Baptiste, qui est très vrai, c'est-à-dire qu'en fait, les archéologues, ce ne sont pas eux qui ont sorti les manuscrits des grottes, ce sont les Bédouins, et qui les ont vendus sur le marché des antiquités ou par des intermédiaires. Et donc, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas très bien vraiment dans quelles conditions c'était stocké, comment c'était disposé, est-ce qu'ils étaient tous dans des jarres, que sont ces jarres par rapport à ces manuscrits, parce que c'est quand même un petit peu bizarre au début de mettre des manuscrits dans des jarres. Bon. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui restent encore en grande partie aujourd'hui insolubles parce que tout simplement ces dépôts, comme l'a dit Jean-Baptiste, ont été violés. Donc à un moment donné, les archéologues, les scientifiques, de manière plus générale, aujourd'hui ne peuvent plus revenir en arrière. Et est-ce que c'est ennuyeux pour vous? Parce que, par exemple, est-ce que vous aimeriez savoir comment c'était classé, s'il y avait une bibliothèque ou des choses comme ça? Bien sûr, c'est une idée centrale parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est près de 1000 manuscrits dans le désert de Judée ou de Juda, même si à l'époque, quand on regarde bien, on n'est pas très très loin de Jérusalem, on a une vingtaine de kilomètres, à une quinzaine de Jéricho, qui sont quand même deux noyaux urbains, évidemment dans les tailles de l'Antiquité, mais on peut quand même se poser la question du pourquoi d'autant de manuscrits cachés dans 11 grottes. Certaines sont très très proches du site archéologique de Qumran, puisque la grotte numéro 4, qui est celle qui a donné plus de 600 manuscrits sur à peu près les 1000, se trouve à quelques mètres, vraiment quelques mètres. Hein. Je vais citer Jean-Baptiste, une fois il a écrit un jet de cailloux, et c'est vraiment ça, pour voir où ça se situe. Je crois même qu'on devait passer par le site de Qumran pour aller dans cette grotte numéro 4. Donc ça montre bien qu'il y a un lien. Et puis il y a un modèle de jarre qui a été découvert sur le site de Qumran, même s'il n'y avait pas de manuscrit dedans. Donc il y a quand même quelques éléments assez majeurs qui vont dans le sens de ce qu'évoque Jean-Baptiste, c'est-à-dire que le site de Qumran est quand même lié à ces grottes. Après, on peut discuter, est-ce qu'il y a certaines grottes qui, finalement, appartiennent vraiment à ce groupe? Je pense notamment à la grotte numéro 7, où on n'a que des textes en grec. La grotte numéro 11, qui est un petit peu plus éloignée. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que oui. Alors, on revient donc à 47, on voit qu'il y a une sorte de découverte. Je reviens sur le père de Vaux qui fouille. Et comme je disais, tout naturellement, il fait de cet établissement au bas des grottes une sorte de couvent, un peu comme un couvent dominicain. Qu'est-ce que... C'est fait exprès, je vous sens bouillir. Est-ce que vous y croyez encore? Croire à quoi? À la théorie de Vaux. Oui. Oui, non, il ne faut pas réduire de Vaux à une intelligence un peu simpliste. Le type était intelligent, il n'y a pas de doute. Et il faut encore accepter justement ce long cheminement en marchant d'abord, parce qu'il y a des distances, et ensuite ce long cheminement intellectuel. De Vaux n'était pas du tout archéologue de ces périodes tardives. Lui, il faisait dans le néolithique, dans le chalcolithique, dans le bronze, il s'est aventuré dans le fer, mais pas plus tard.
Donc, soudain, ce fardeau, parce qu'il y a des traces quand même qui peuvent dire que, qui peuvent rappeler que De Vaux a senti cette affaire Qumran comme très pesante. On raconte l'anecdote, qui n'est pas une anecdote, qui est marquée dans le diaire du couvent. À un moment donné, quelqu'un arrive au réfectoire le soir et dit à De Vaux à voix feutrée, parce qu'on ne parlait pas au réfectoire à l'époque, il lui dit « On a trouvé une nouvelle grotte ». Alors il se serait écrié « Ah non, surtout pas !» Il en avait assez de ces grottes. On voit le type n'était pas un enthousiaste genre film américain sur Qumran, pas du tout. Hein, je rappelle aussi que l'affaire Qumran est une affaire qui a toujours été difficile. Ce site, cette fouille lui a été imposée. Les Jordaniens n'ont pas joué un vrai jeu non plus très facile. L'archéologie jordanienne était aux mains des Anglais. Ensuite, il y a eu la crise de Suez en 1956, qui en fait a interrompu tout le projet archéologique. Et De Vaux, surtout, a travaillé en luttant jour par jour contre les pillages des Bédouins. On oublie que la fouille de Qumran est une fouille de sauvetage. Il a dû faire vite. Les ouvriers fouillaient la nuit, revenaient le lendemain en constatant les dommages. Donc tout cela était très difficile pour lui. Donc c'est une fouille difficile. Moi j'ai compté une fois, je crois qu'il a fait la fouille de Qumran, il est descendu en 220 jours. Ah oui, donc c'est vraiment de l'archéologie de sauvetage. C'est de l'archéologie rapide de sauvetage aujourd'hui. Évidemment, se lamentent les Américains en disant mais ils auraient fouillé Qumran à genoux dans un esprit pratiquement de sanctification avec des pinces à épiler et une technologie de pointe, etc. Mais non, Qumran ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Ça a été très rapide. Alors, pour répondre à votre question, moi, ce qui m'apparaît comme assez décisif, c'est-à-dire que De Vaux était un peu perdu avec cette archéologie tardive. Il faisait une archéologie, même de l'époque du fer, une archéologie dite biblique, avec des textes de la Bible qui ne concernaient pas directement. Avec Qumran, mais on a les historiens de l'Antiquité. Mais justement... Alors il a lu tout ça avec enthousiasme, c'est pas compliqué. Les Esséniens, ils connaissaient. Ils connaissaient leur vie, ils connaissaient leurs lieux, ils connaissaient leurs mœurs, ils connaissaient leur théologie, leur philosophie, ils connaissaient tout ça. Il a dit, voilà, je suis dans le lieu des Esséniens, c'est facile d'interpréter. Donc il a été plus historien qu'archéologue à Qumran. Mais justement, on va entendre un des textes que le père De Vaux lisait certainement avec un très fort intérêt. C'est l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien donc meurt en 79 dans la fameuse irruption du Vésuve. Et il parle justement de ces établissements qui se trouvent sur les bords du lac Asphaltite. Et le lac Asphaltite, évidemment, c'est la mer Morte. Le lac Asphaltite ne produit que du bitume, d'où le nom qu'il porte. Aucun corps d'animal ne s'y enfonce. Les taureaux et les chameaux y surnagent. À l'Occident, mais à une distance du rivage, où il n'y a rien à craindre des exhalaisons, sont les Esséniens, nation solitaire, singulière par-dessus toutes les autres, sans femme, sans amour, sans argent, vivant dans la société des palmiers. Elle se reproduit de jour en jour, grâce à l'affluence de nouveaux hôtes. Et la foule ne manque pas de ceux qui, fatigués de la vie, sont amenés par le flot de la fortune à adopter ce genre de vie. Ainsi, pendant des milliers de siècles, chose incroyable, dans une nation chez laquelle il ne naît personne, tant est fait qu'ont pour elle le repentir qu'ont les autres de leur vie passée. Voilà, alors on parle dans ce texte des Esséniens, David Davidovitch. Qu'est-ce qu'on sait de ces gens à partir de ces textes? Oui, Pline l'Ancien décrit, parce que c'est son projet, un lieu géographique parmi d'autres. On a surtout comme source Flavius Joseph, qui est l'historien juif du 1er siècle de notre ère, et puis le philosophe d'Alexandrie en Égypte, Philon, qui décrit finalement ce qu'ils appellent les Esséniens. Alors,
tout de suite, il y a une remarque à faire d'emblée, c'est que Flavius Joseph ni Philon d'Alexandrie ne sont des historiens au sens moderne du terme, au sens actuel du terme. C'est-à-dire leur projet, ce n'est pas de trouver une sorte de véracité historique. Leur projet correspond à des projets littéraires, quelquefois personnels, même pour Flavius Joseph, qui sont de relire finalement l'histoire juive à l'aune d'une sorte de rhétorique. Et donc l'un, Philon d'Alexandrie, cite les Esséniens comme étant finalement un modèle à suivre, un modèle spirituel. Donc évidemment, il va sélectionner à l'intérieur ce qui lui semble être à mettre en regard de ce modèle spirituel. Vous voulez dire, il ne dit pas forcément des choses fausses, mais c'est très biaisé, quoi. C'est très orienté, c'est-à-dire qu'on a très longtemps pris dans la recherche, puisque là on est dans les 70 ans de la découverte, les textes de Flavius Joseph et de Philon d'Alexandrie au pied de la lettre. Si on les prend au pied de la lettre, évidemment, on va voir des différences avec les manuscrits de Qumran dans le détail. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt l'ensemble. Quand on compare tout le corpus des manuscrits qu'on connaît aujourd'hui depuis 2009, on connaît tous les textes, avec les deux notices de Flavius Joseph et de Philon d'Alexandrie, on voit bien qu'il y a 95% de ce qui est dit qui est en correspondance. Sauf que d'un côté, le corpus des textes, c'est une source de première main, ce sont les Esséniens. De l'autre côté, Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, c'est une source, si je puis dire, de deuxième main ou de seconde main, puisqu'ils ont voulu retravailler ce qu'ils savaient eux-mêmes des Esséniens. Donc ce n'est pas tout à fait sur un même plan d'égalité si on veut vraiment comparer. Et donc 70 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de cette communauté essénienne? C'est qui? Alors, en quelques mots, quelques mots évidemment pour résumer, notamment les nouveautés, là où il y a consensus aujourd'hui dans la recherche. Pendant très longtemps, on a pensé que ce groupe qui se forge, on va dire, au début du IIe siècle avant notre ère, était né de ce qu'on avait appelé un schisme entre des familles de prêtres, parce qu'en 152 avant notre ère, c'était l'hypothèse du père de Vaux reprise par Milik, Joseph Milik, qui est un grand épigraphiste et un grand déchiffreur des manuscrits de la mer Morte. La grande hypothèse était de dire en 152 avant notre ère, il y a Jonathan Maccabée qui va, en plus de diriger la Judée, eh bien, revendiquer la fonction de grand prêtre au temple de Jérusalem. Et que le grand prêtre qui aurait dû régner, si je puis dire, se retrouvait spolié, donc il part, entre guillemets, au désert, avec lui, avec son groupe, pour, si vous voulez, entretenir une sorte de dispute avec Jonathan Maccabée. Quand on analyse les textes, on voit bien qu'il n'est jamais question de dispute pour la charge de grand prêtre, jamais. On a même des passages, un ou deux passages, qui montrent que ça ne posait absolument pas problème. Ce qui pose problème, c'est d'autres choses, c'est le calendrier au temple de Jérusalem, c'est des rituels et des rites de pureté que les Esséniens estiment n'être pas convenables dans leur pratique. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils contestent les réformes religieuses qui sont mises en place dans le temple de Jérusalem, mais pas la fonction de grand prêtre. Et donc aujourd'hui, on en conclut que le fameux personnage qui dirigeait les Esséniens, le maître de justice, serait plutôt un membre ou un dirigeant d'une des grandes familles de prêtres qui n'est pas d'accord avec ça, mais pas du tout un grand prêtre spolié, si vous voulez. Une sorte de traditionnaliste qui trouve qu'on est allé un peu loin dans les réformes. De rigoriste, alors en sachant que, en fait, à cette époque-là, il y a une dispute assez large dans le judaïsme pour savoir comment on peut interpréter les textes, notamment la Torah ou le Pentateuque, et puis les écrits des prophètes. Et chaque groupe, finalement, a sa position. On en trouve trace dans le Nouveau Testament avec les pharisiens qui sont perçus comme des rigoristes. Les Esséniens parlent aussi des pharisiens avec des mots peu à même, des critiques, ils les appellent ceux qui recherchent les choses douces pour dire qu'ils interprètent trop largement les textes. Donc on est quelque part toujours le rigoriste de quelqu'un, si vous voulez. Donc les Esséniens estiment que les pharisiens ne sont pas assez stricts dans l'interprétation des textes. Et donc ils développent toute une sorte d'exégèse pour savoir comment trouver véritablement le message de Dieu caché dans les oracles déjà donnés dans le passé aux prophètes ou déjà donnés à Moïse et contenus dans les textes. Ils prétendent rechercher ce qu'on appelle les choses cachées derrière ces textes. Alors, qui n'est pas une négation de la révélation, mais qui est une sorte de complément. Comment est-ce qu'on fait le pont avec ce qu'on vient d'entendre et le fameux site archéologique? C'est une des grandes difficultés, non pas seulement du sujet Qumran, mais de l'archéologie tout entière. Oui. Au moins l'archéologie qui concerne la Palestine, le Proche-Orient. Vous avez d'un côté des textes, puis ensuite, de l'autre côté, vous avez des sites. Alors, comment arriver à conjuguer texte et site? Effectivement, on se plaît à le répéter, les ruines sont muettes. Elles ne disent pas grand-chose.
il y a pour Qumran, on a publié cela il y a déjà une quinzaine d'années, il y a des miettes épigraphiques sur des tessons, sur des cailloux. C'est très très peu de choses, mais enfin c'est un lien. Mais en tout cas, il faut considérer que le site est muet. Oui. Donc, vous avez d'un côté les historiens. Je dis que Qumran est une pyramide à 3 faces. Oui. Vous avez les historiens, une face. 2, les manuscrits, deuxième face. Puis l'archéologie, le site, troisième face. Mais aucune des faces ne se regarde. Il y a peut-être une quatrième face, ce sera un cube, avec aussi les fantasmes des gens. Peut-être, mais alors ça ne joue pas dans la science à ce moment-là. Oui, Vous oui. croyez? Non. Vous croyez? Du coup, vous, quelle est votre option? Peut-être expliquez-nous ce qu'il y a dans, enfin, ce qu'on peut identifier, enfin, comment il se présente ce site. Oui, vous avez raison, il faut Le quand décrire même, un peu. décrire très rapidement. Le site n'est pas très séduisant, je répète, Oui. et c'est peut-être pourquoi Deveau a essayé d'y voir ce qu'il voulait voir. Oui. Et il a trouvé ce qu'il cherchait. Bon. Mais le site ne se présente pas toujours comme on voudrait. C'est-à-dire que l'interprétation de Deveau, brillantissime, et justement, elle était tellement belle comme histoire qu'elle a tenu, Oui. et qu'il est très difficile de s'en défaire. Or, quand même, les gens ne sont quand même pas idiots, et au fur et à mesure que les années passaient, il y a des doutes qui ont surgi. Alors, les gens ont dit, Deveau, très bien, mais Deveau est allé trop loin, ça ne va pas, ça ne tient pas. Il y a des ficelles, les ficelles ont séché, la toile tombe. Oui. Donc, de Qumran, on ne sait plus très bien quoi en faire. Oui. Alors, il y a une dizaine d'interprétations, toutes plus fantaisistes les unes que les autres, assez amusantes parfois d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Et dans cette brèche, il a fallu en tenir compte. Alors, c'est un peu mon problème, puisque je suis pas plus futé que les autres, mais j'avais au moins l'avantage d'avoir dans les mains la documentation originale, que tout le monde attendait. Bon. Alors, c'est mon rôle principal, c'est d'offrir la documentation telle que Deveau nous l'a livrée. Oui. Alors, moi aussi, à mon tour, je me suis fait une opinion. Ah ben alors, la difficulté, dites-la nous, non, dites-la pour nous. répondre à votre question d'une manière plus précise, c'est tout à fait net. C'est-à-dire, dans ce vide, dans ce creux, il y a eu une poussée forte, décisive, de laïcisation du site. Oui. Il y a un certain nombre de chercheurs, d'archéologues, israéliens de préférence, qui ont dit « Ah non, les curés à Qumran, c'est fini ». Le drame de Qumran, de l'interprétation de Qumran, c'est que c'est le père Deveau qui descendait de son couvent de Jérusalem, qui allait à Qumran, et qui regardait le site, et qui fouillait, et qui pensait peut-être toujours à son couvent, et il a interprété le site, pas comme un couvent, mais comme un monastère. Alors ça, c'est l'erreur fondamentale. Et en ce sens, ils ont raison. Moi, je suis d'accord. Là, il y a une erreur de démarche, de méthode qui a été dramatique. Alors, finalement, toutes les cartes, le beau décor de Qumran s'est effondré, on n'avait plus rien. Alors, moi, j'ai regardé ça pendant 25 ans, pendant 30 ans, jour par jour, on regarde Qumran. J'ai visité Qumran des dizaines, peut-être plus de 100 fois, à essayer de regarder, et peu à peu, avec les archives dont je disposais, avec toutes les photographies dont je disposais aussi, je me suis dit, mais si le site est quand même un site religieux. Donc ma démarche a été de rejudaïser et de redonner un aspect religieux à Qumran. De décatholiciser, mais de rejudaïser, d'une certaine façon. De rejudaïser le site de Qumran. Alors, c'est une proposition. Oui. Personne ne peut prouver, mais c'est la formule que je propose après être passé par les fourches caudines de la punition de regarder tous les matins Qumran. Alors, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez Qumran? Je vois, évidemment, dans une certaine mesure, j'ai cassé la baraque de Vaux. Oui. Au passage, je le salue et je le remercie, oui. parce qu'il nous a quand même offert le gâteau. Je n'y vois pas un site communautaire comme il a proposé. Oui.
Qumran n'est pas un lieu communautaire, c'est pour l'archéologue, on regarde, il y a des corridors, il y a des blocages, il y a des étroitures, il y a des chambres qui s'enchaînent, on ne peut pas circuler là-dedans facilement. Et puis, la moitié de Qumran, ou peut-être plus de la moitié, ce sont des ateliers, de l'artisanat, on ne sait pas très bien quoi, mais enfin, bon, c'est ça. Donc, ce n'est pas un site communautaire. Ensuite, ça avait probablement frappé De Vaux, qui avait dit mais oui, les Esséniens habitaient dans les grottes. Alors, moi qui aime les grottes depuis ma tendre enfance, je suis allé dans les grottes, j'ai fait les grottes, j'ai rampé dans les grottes. Personne n'a jamais habité là-dedans. Donc, ça tombe encore. Alors, là aussi, on peut se tourner vers les textes. Évidemment, De Vaux avait lu le document de Damas trouvé au Caire au XIXe siècle. On disait, mais les Esséniens, dans leur exil, ont campé sous les murs de Damas, sous des tentes. Alors, De Vaux voyait des tentes. Alors, de nouveau, ça ne va pas non plus. Il n'y avait pas de tentes. Quels sont les fous, quand on connaît le climat de Qumran, qui auraient vécu 100 ans, génération après génération, sous des tentes où on ne peut pas respirer pendant l'été. J'ai essayé. Sous une tente, même à 11h du soir, on sort, on ne peut plus respirer. Donc, pas de sens. Il fallait expérimenter tout cela. Il fallait aller dans les grottes, il fallait dormir sous une tente à Qumran pour comprendre qu'il y avait quelque chose de faux dans l'interprétation de Vaux. Alors, effectivement, ce qui est extrêmement intéressant pour moi, et on peut se tourner vers les textes aussi, c'est que, en fait, De Vaux, intelligent, intuitif, s'est approché chaque fois de ce que j'appelle, moi, la vérité de Qumran. Mais il n'a jamais tranché, il n'a pas osé. Alors moi, j'ai osé. Alors, dites-le. Moi, j'y vois, alors, un site essénien, a priori, parce que même De Vaux, qui était convaincu de l'essénisme à Qumran, a dit il faut faire attention parce que personne ne peut prouver que c'est essénien. On n'a pas les évidences, comme on dit en anglais. Donc, ce doit être essénien. C'est de toute façon le plus probable. Et si c'est essénien, alors, à mon avis, là je résume, je vais très vite, mais enfin c'est pour faire comprendre à nos auditeurs. Pour moi, s'il n'y a pas de communauté à Qumran, la communauté est beaucoup plus large. C'est une secte, est disséminée et probablement autour de la mer Morte. Donc, ça n'est qu'un établissement c'est un établissement, tout un tas d'autres... Ça m'a toujours frappé aussi sur une carte, c'est facile à constater. C'est l'endroit le rivage de la mer Morte au plus proche de Jérusalem. Si des gens se sont séparés de Jérusalem, ils regardent Jérusalem avec envie, avec vénération, même s'ils s'en sont séparés. Donc la position de Qumran est idéale et je donne Qumran comme le site proéminent essénien, si c'est essénien du tour de la mer. Une série d'établissements esséniens. Il y a, là aussi, il faudrait renvoyer au texte ou à David qui connaît mieux l'histoire que moi, mais j'ai senti peu à peu que la mer Morte est comme un livre, avec une reliure, c'est la flotte. Et il y a un côté ouest et un côté est. Le côté ouest est en Terre Sainte, le côté est ne l'est pas. Donc pour des gens, des juifs pieux, hyper pieux, comme on devine l'étaient les Esséniens, ces Esséniens, ces juifs très pieux, peut-être pas toujours Esséniens, mais de l'autre côté de la mer Morte, alors traversaient le bras de mer, 18 km, avec une voile, c'est facile, et venaient enfin en Terre Sainte. Pourquoi faire ? Eh bien, à mon avis, ils ont commencé à y célébrer la Pâque. Parce que c'est mieux de célébrer la Pâque en Terre Sainte que dans une terre païenne qui est en dehors de la Terre Sainte. Et ça explique le cimetière, ça explique un certain nombre de rites qu'on peut soupçonner, à Qumran, dont je ne suis pas très sûr, mais je propose. Donc, je propose un site de pèlerinage avec la célébration de la Pâque et les restes de la Pâque, et ensuite peut-être, ça c'est plus difficile à affirmer, mais peut-être des rites de prémices, l'offrande des premiers fruits, des premiers produits, des premiers grains, etc., qui probablement se déroulait dans le sillage de la Pâque. Alors on va faire une seconde pause en entendant un des textes esséniens. On va entendre la voix des Esséniens d'une certaine façon. Donc à Qumran, c'est très compliqué, il y a beaucoup de sigles. Il s'appelle 1QS, c'est la règle de la communauté. C'est le chapitre 1, les versets 16 à 20. Et tous ceux qui décident d'entrer dans la règle de la communauté passeront dans l'alliance en présence de Dieu.
s'engageant à agir selon tout ce qu'il a prescrit et à ne pas s'en retourner loin de lui, sous l'effet d'une peur ou d'un effroi ou d'une épreuve quelconque, et s'ils étaient tentés par l'empire de Bélial. Et, quand ils passeront dans l'alliance, les prêtres et les Lévites béniront le Dieu des délivrances et toutes ses œuvres de vérité. Et tous ceux qui passent dans l'alliance diront après eux « Amen, Amen ». Alors David Amidovitch, on a entendu là un des textes. Alors c'est un tout petit extrait. Je ne vais pas vous demander d'en faire l'exégèse parce que c'est assez compliqué. Il faut quand même dire ça. L'ensemble de ces textes, est-ce qu'on a une idée de ce que c'est ? Est-ce que c'est la bibliothèque de l'établissement ? Est-ce que c'est autre chose ? Enfin, qu'est-ce qu'on sait de ces textes ? Alors, si on prend l'ensemble de ce qui a été découvert dans les 11 grottes à manuscrits, effectivement, on peut se dire c'est peut-être une bibliothèque. Mm-hmm. Bon. Après, il faut s'entendre sur ce terme, parce que c'est quoi une bibliothèque dans l'Antiquité ? Évidemment, on pense à nos bibliothèques aujourd'hui, où finalement ce sont des bibliothèques qui regroupent des travaux de tout le monde, c'est-à-dire on a toutes les positions les plus extrêmes dans un sens ou dans l'autre, alors qu'à Qumran, on a plutôt l'idée qu'ils choisissaient les textes qui allaient dans le sens de leurs idées. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a un premier ensemble de textes qui sont des textes qui ne sont pas des textes rédigés par les Esséniens, mais qui sont hérités par les Esséniens. Évidemment, les Esséniens n'ont pas écrit les textes de la Bible, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est les plus anciens témoins textuels, ceux qu'on peut vraiment toucher, de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament. Hein. Oui. C'est quand même, il faut le rappeler... Oui, les manuscrits bibliques sont beaucoup plus tardifs. Enfin, voilà. les manuscrits... oui, ou beaucoup manuscrits. Plus récents, on va dire, plutôt dans... Enfin, oui. Ça dépend dans quel sens on se situe. Mais toujours est-il que les Esséniens ne les ont pas écrits, ils les ont copiés, recopiés. Et puis, il y a d'autres textes, dont celui que vous avez cité, qui vient d'être lu, qui ont été rédigés par les Esséniens. Mm-hmm. Donc, c'est à la fois une bibliothèque de textes hérités, de textes dans cet héritage sur l'ensemble du judaïsme, puisqu'on connaît d'autres textes juifs non bibliques qui n'ont pas été pris ou choisis. Et puis, on a tous les textes esséniens. Donc, c'est, si vous voulez, une bibliothèque au sens où, à la fois, c'est une sorte de conservatoire de la culture juive de cette époque-là, et c'est, à mon sens, ce qui en rend le plus grand intérêt au-delà de l'hypothèse essénienne. C'est-à-dire qu'on a quand même, avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, une sorte de trou noir dans les sources, où on a l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque qui va jusqu'au milieu du IIe siècle de notre ère, pour les livres les plus récents. Et puis, vous avez le Nouveau Testament qui commence à peu près au milieu, dans la rédaction, en tout cas, les textes les plus anciens, au milieu du 1er siècle de notre ère. Et donc, ce qui fait qu'entre le milieu du IIe siècle avant notre ère et le milieu du 1er siècle après notre ère, eh bien, on avait un vide dans les sources. Et les textes de Qumran sont précisément copiés à peu près dans cette période-là. Donc, ça nous permet de voir des choses qui sont fondamentales, parce qu'évidemment, il faut quand même le rappeler aussi, c'est à cette époque-là, au tournant de notre ère, qu'il y a un petit rameau du judaïsme qui va donner plus tard le christianisme, et puis c'est aussi la transformation décisive du judaïsme vers le judaïsme actuel, qui est le judaïsme des rabbins. Donc, on a là une source de première main qui documente tout ça, notamment ces textes qui ne sont pas des textes esséniens. Et puis, le reste, ce sont des textes esséniens qui donnent à voir leur vision du monde, comme on dit là aussi aux États-Unis, dans la littérature anglo-saxonne, qui est une vision du monde extrêmement curieuse, extrêmement surprenante. Si je schématise un petit peu, c'est l'idée que leur groupe, les Esséniens, est appelé à la fin des temps à être l'ensemble de l'Israël ancien. Tous les Juifs devraient être Esséniens, si vous voulez. Et donc, ils bâtissent tout un système théologique pour faire croire à ça. Et à mon sens, les Esséniens, il faut le dire aussi, disparaissent très vite de l'histoire, puisqu'on n'a plus de traces d'eux après la chute du temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Pourquoi est-ce qu'ils n'existent plus ? Très probablement parce qu'ils changent de mouvance, parce que, je l'explique ainsi, eh bien, leur vision du monde, leur perspective de la fin des temps, la première révolte juive était probablement perçue comme cela, eh bien, les événements historiques démentent complètement cette vision du monde. Et donc, tout s'écroule. Et ça fait partie de ces groupes dans l'Antiquité dont on ne saurait rien ou quasiment rien si on n'avait pas découvert de manière tout à fait hasardeuse, fortuite, des manuscrits. Justement, il y avait cette sorte d'hypothèse aussi que ces manuscrits, on les avait mis dans une sorte de cachette parce qu'il y avait persécution, etc. Quand vous regardez ce site, est-ce que vous avez les traces d'un abandon violent ou d'une sorte de lente ruine? Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pouvez dater avec précision le moment où
ça a commencé et le moment où ça s'est arrêté? C'est de plus en plus difficile comme sujet parce que maintenant je commence à hésiter. C'est-à-dire que De Vos s'est complètement trompé dans sa chronologie en plaquant sur l'histoire du site de Qumran le fameux tremblement de terre de 31 avant Jésus-Christ. Or, le tremblement de terre est probablement du IVe siècle après. Ah oui, c'est un peu gênant. Donc, Oui. la fin de Qumran est entre les deux. Ce qui nous laisse une certaine marge. Et non, alors c'est intéressant, si vous voulez, parce que finalement, cette ruine par le tremblement de terre du IVe siècle peut être confondue avec la ruine du site en 68. C'est ça. Donc, je ne suis plus sûr du tout Oui. que le site a été ruiné en 68. D'accord. Ça a pu durer encore un peu. Non, ou complètement abandonné. À mon avis, c'est complètement abandonné avec deux, trois militaires romains qui viennent camper là-dedans un certain temps, puis ensuite un ou deux jardiniers qui étaient chargés de fournir les pommes de terre au monastère de Mardès, là, en Contre-Haut. Mais en gros, peut-être que le site n'a jamais été détruit. Alors c'est tout à fait séparé de la question de la cache des manuscrits. Oui. Parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui disent « Ah, mais non, les manuscrits dans les jarres n'ont rien à voir avec le site ». Or, il y a quand même un lien, et David l'a déjà rappelé tout à l'heure, en disant « Mais si, parce que ces jarres si particulières, si spécifiques du site de Qumran, elles sont dans les grottes. Les Bédouins ont dit qu'ils avaient trouvé les manuscrits dedans, et on en a sur le site. » Oui, donc... Mais sur le site, elles ne sont pas dans une position trop proche de la fin de 68. Donc je commence à douter que ces jarres dites à manuscrits ont été fabriquées, comme De Vos le dit, pour contenir les manuscrits dans les grottes. C'est probablement des jarres silos pour conserver du grain ou de la farine, et qu'on a utilisées parce qu'elles avaient une grande bouche et qu'elles étaient facilement fermables avec un bol renversé. Elles étaient le contenant idéal pour cacher des manuscrits dans les grottes. Donc ces jarres sont quand même bien attestées à Qumran. Donc on peut dire que grotte et site sont liés. Fonctionnent ensemble. Oui. Mais qui a caché les manuscrits, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Moi, à mon avis, j'ai une interprétation un peu fantaisie. Enfin, c'est un peu dans ce genre-là. Moi, je crois personnellement à la dispersion des Esséniens. Autour de Qumran, comme vous dites, l'espèce, bon. Oui. Et alors, il y a des Romains qui circulent dans le pays, il y a des gens qui disent, il y a des gens avisés qui disent, on va dans le mur. Oui. On va dans le mur et les Romains vont nous bouffer. Bon, alors attention, hein. Alors, dans les petites communautés qui sont dans des villages, etc., bon, comme une petite secte de paroisse, bon, ils disent, bah oui, mais nos livres, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui. Alors, ils téléphonent à Qumran, ils parlent que vous avez des grottes. Et Qumran dit, bah oui, écoutez, venez, on a 2-3 jarres encore à disposition. Et, à mon avis, c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous avez dit, ça nous apprend, c'est le chaînon manquant de la culture disons, du deuxième siècle avant jusqu'au 1er siècle après. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les textes aussi? Et sur ces fameux textes, vous avez dit, hein, de l'Ancien Testament, dont c'est les premières attestations. Exactement. Je crois que c'est, aujourd'hui, après 70 ans de recherche, à mon avis, c'est un des apports majeurs sur finalement le statut du texte biblique. C'est quoi un texte d'autorité à cette époque-là? Concrètement, ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'on peut avoir un même épisode de la Bible qu'on a dans l'Ancien Testament, qui est connu avec des variantes et quelquefois même des versions différentes. Et donc on se dit, mais pourquoi recopie-t-il des textes dont les versions sont différentes d'un même épisode au même Juste moment? Pour bien comprendre, des variantes très importantes ou simplement des fautes de copie? Non, on a quelquefois des variantes très importantes, c'est-à-dire qu'on a des passages qu'on rajoute entre des passages qui ne sont pas dans nos Bibles actuelles. Donc on remodèle quelquefois même assez profondément certains textes. Par contre, ce qui demeure au-delà des versions et des variantes textuelles, c'est le même message. C'est-à-dire qu'au bout, on en déduit la même chose. Et donc, ça donne à voir quelque chose qui est peut-être lié à notre propre culture. Alors, certains disent que ça date de la Renaissance, peut-être même avant. C'est qu'on est dans une civilisation un petit peu littéraliste. C'est-à-dire, comme ces textes sont dits des textes sacrés,
eh bien, on étudie la moindre virgule, le moindre petit mot qui change, etc., d'un manuscrit à l'autre, en disant que c'est très important, etc. Et les textes de Qumran nous montrent que pas du tout. Pour les gens de la communauté de Qumran, les Esséniens, ça ne pose pas de problème de copier et de recopier ces mêmes textes parce que le message est identique. C'est-à-dire, ce qui importe, ce n'est pas la littéralité du texte, c'est le message. Alors, quand on dit ça, on comprend très bien, enfin, je l'espère, mais par contre, ça pose en creux la question du statut de la révélation divine. C'est-à-dire si c'est la parole de Dieu, évidemment, qui est écrite sur les textes, et écrit dans la Bible, l'oracle de Dieu, etc., ouvrez les guillemets, puis on a la citation. Bon. Donc évidemment, ça pose problème, parce que ça remet en cause, quelque part, la vision qu'on a de la révélation. C'est-à-dire comme un texte qui est verbatim, mot à mot, ce que le Dieu d'Israël a révélé à Moïse ou à ses prophètes. Bon. En fait, on voit que la conception n'est pas tout à fait la même dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il y a bien une révélation de Dieu, mais que ce qui importe, c'est avant tout le message, et que le fait qu'il y ait un personnage qui soit situé à un endroit ou à un autre, qui ait tel ou tel élément, peu importe, puisque ce qui importe, c'est véritablement le message. Et si je puis dire, c'est, à mon sens, quand même le sens un petit peu originel d'un message religieux, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas vraiment la lettre, mais c'est l'esprit plutôt. Est-ce que c'est pas justement une assez bonne nouvelle, justement contre cette lecture littéraliste que toutes les traditions, j'allais dire raisonnables chrétiennes défendent, enfin interdisent, en disant que justement c'est une parole humaine, que ça passe par des médias humains, et donc justement, est-ce que ça nous aide pas à être un peu plus libre avec les textes sacrés? Tout à fait, c'est une réponse, si je puis dire, la recherche est un démenti cruel au fondamentalisme religieux, littéraliste aujourd'hui, qui attache une importance plus grande à la lettre qu'à l'esprit. Donc là, c'est un cruel démenti qui montre que ça ne fonctionnait pas comme ça dans l'Antiquité au moment où ces textes sont copiés et recopiés. Et donc c'est assez curieux parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux fragments des manuscrits de Qumran qui paraissent. C'est des fragments qui ont été achetés assez récemment sur le marché des antiquités, lors de successions, etc., et qui sont publiés par des collectionneurs privés. Et de manière assez ironique, ce sont des églises, si je puis dire, assez fondamentalistes, assez littéralistes qui les achètent. Et donc, en fait, les textes montrent exactement le contraire. Donc, c'est véritablement saisissant et qui montre effectivement peut-être un renouvellement de la perspective sur ce que c'est que le message de Dieu consigné dans un texte. J'ai une formule. Hein. Allez-y. Une formule qui résume assez bien, parce que je suis totalement d'accord. Ça vous dérange pas, vous? Moi, je dis Dieu parle à l'homme, mais c'est l'homme qui écrit. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Concrètement, ça ressemble à quoi, ces fragments? Vous les avez eus en main? Parce qu'on parle de fragments, alors, juste pour voir à quoi... ça ressemble à quoi? C'est quoi? C'est des bouts de... C'est des confettis, hein, au sens... Et c'est quoi le travail de celui qui va éditer ça? Alors, le grand travail, parce que, bon, on le dit, la première découverte dans la première grotte, c'est 1947. Je l'ai dit tout à l'heure, la fin de la publication, c'est 2009. Alors, je ne parle pas des nouveaux fragments qui ont été publiés l'année dernière. Donc, en fait, on peut se dire, et ça a été d'ailleurs un des objets de polémique et de théorie complotiste, c'est de savoir pourquoi ça traînait en longueur comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers manuscrits, dont la règle de la communauté, finalement, sont assez faciles à lire. Si vous connaissez l'hébreu, c'est presque de l'hébreu d'imprimerie, aujourd'hui. Par contre, le gros problème, c'est que la quasi-totalité des à peu près 1000 manuscrits, ce sont des confettis. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un puzzle, mais un puzzle dont il manque beaucoup de pièces. Et donc, la grosse difficulté, c'est d'essayer de rassembler les pièces. Alors, c'est assez simple quand ce sont des manuscrits qu'on connaît auparavant, type manuscrits de l'Ancien Testament, parce qu'on connaît le texte avant. Donc, on peut imaginer que les fragments se positionnent là et là, même s'il en manque entre les deux. Par contre, la quasi-totalité, c'est-à-dire quand même les 2/3 des manuscrits de Qumran étaient inconnus. C'est une littérature juive inconnue avant la découverte. C'est-à-dire que tous ces petits fragments en hébreu, en araméen, voire pour certains en grec, sont quasiment impossibles, si vous voulez, à déchiffrer ou même à comprendre, parce que vous avez 3 lettres sur une ligne, puis 3 lettres sur une autre. Bon, voilà, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Mais c'est vrai qu'on a cherché à retrouver, à les regrouper les uns avec les autres, mais l'immense majorité, finalement, quand on dit près de 1000 manuscrits, un manuscrit, ça correspond quelquefois à un fragment qui est gros comme la pièce d'un euro. Donc c'est pour vous dire que effectivement, c'est pas sur ces manuscrits-là
qu'on va trouver des choses fondamentales et importantes. Oui. Hein, les nouveaux manuscrits dont je parlais, les nouveaux fragments, c'est ça. Hein. Oui, C'est d'accord. pas plus gros qu'une pièce d'1 €. D'accord. Donc voilà, donc c'est pas des manuscrits importants pour la recherche en tant que tel. On a déjà, je crois, la quasi-totalité de ce qui est le plus intéressant, même évidemment si on en a perdu beaucoup. Donc, à mon sens, il n'y a pas de nouvelles révélations à attendre des manuscrits de Qumran. Par contre, quand je dis que la publication s'est terminée en 2009, c'est-à-dire la connaissance de l'intégralité du corpus c'est 2009, c'est très très récent à l'échelle de la recherche scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a de nouvelles études. On a évoqué tout à l'heure la liturgie, avec l'hypothèse que développe Jean-Baptiste sur un site de pèlerinage. Il y a une liturgie, des textes liturgiques qui sont absolument étonnants et très peu étudiés à Qumran. On a des calendriers de fêtes où il y a 3 fois la Pâque dans le calendrier de l'année. On se dit, ils ont des calendriers différents, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Il l'a célébré 3 fois. Il l'a célébré 3 fois. Donc il y a plein de questions comme ça. Il y a des textes liturgiques qui nous sont totalement inconnus, où pour certains, le jour commence le soir, on compte le nouveau jour à partir du soir, alors que pour d'autres, c'est au matin. Donc on se dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est pas un peu incohérent? Alors certains vont dire, mais c'est peut-être les restes de ce qu'il y avait dans la bibliothèque du deuxième temple de Jérusalem. Mais là encore, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail encore. Tout naturellement, David Davidovitch parlait du futur. Vous, comment vous envisagez le futur de ce site? Est-ce qu'il y a du travail encore? Et d'ailleurs, peut-être c'est une question plus générale. Est-ce qu'il y a encore du travail dans l'archéologie, de ce qu'on appelait l'archéologie de la Palestine? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir? Je dirais volontiers que c'est inépuisable. Hein. Oui. Même si le potentiel se réduit presque à vue d'œil aujourd'hui, mais dans l'avenir, on aura un regard beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis sur les petites parties qui restent. Oui. Et ce sera une autre archéologie, un autre discours, une autre connaissance. Donc je ne suis pas pessimiste de ce côté-là. Mais pour revenir à Qumran, la situation politique peut aussi peut-être changer. Vous avez beaucoup fouillé à Gaza, et maintenant vous ne pouvez plus. Donc voilà, il y a un site à fouiller. Oui, on ferait une autre émission pour la politique. Absolument. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'un groupe, pour des raisons politiques et idéologiques, et non pas religieuses, mais détruise Palmyre, ça n'a pas de sens. En fait, peut-être si quand même. Alors je rappelle de temps en temps que notre France très chrétienne, dans la première partie du 19e siècle, a détruit les grandes abbayes, de grandes cathédrales. On a beaucoup détruit. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un peu une espèce d'adolescence dans la connaissance ou dans la manipulation de l'histoire, qu'on ne respecte pas tout. Aujourd'hui, on est devenu très scrupuleux. Oui. Mais finalement, l'humanité avance et avance vite, à grande enjambée, et parfois, il y a des dommages collatéraux. Donc Gaza, effectivement, est une petite partie d'un dommage collatéral. Mais pour revenir à Qumran, le site est quand même pratiquement épuisé. L'armée israélienne a voulu refaire des fouilles dans les années 2000. Ils ont pas mal gratté, ils ont trouvé 2-3 petites choses intéressantes. C'est toujours intéressante, mais ça ne change absolument pas la vision qu'on peut avoir du site lui-même pour le faire parler. Ça ne change pas l'interprétation. Qu'est-ce que le site va devenir? Alors moi, je vis sur le long temps. Tous ces sites archéologiques découverts n'ont pas d'avenir. On ne pourra pas les préserver, tout va tomber. Ou alors on reconstruit complètement quelque chose d'artificiel, mais on ne peut pas conserver sur 100 ans un site comme Qumran. Déjà, il est tellement maquillé, réparé, rapetassé que finalement, il n'y a plus que la moitié qui est authentique. Hein. Donc, c'est le sort de l'archéologie. Si on veut conserver les sites, il faut les réenterrer. Mais si on ne réenterre pas Qumran va disparaître. Donc l'essentiel du travail, c'est ce que vous faites? C'est-à-dire de reprendre des documents de fouilles? Oui, de reprendre à partir des archives, des documents, des photographies, des plans, etc., essayer de digérer tout ça, et puis d'aller sur le site pour voir à quoi ça ressemble. Et donc c'est ce que vous nous proposez dans ce livre
très épais, qui s'appelle Khirbet Qumran et Ain Feshka. Donc, c'est les fouilles du Père de Vaux. Donc, expliquez-nous, on a très peu de temps, mais on a quand même 2 minutes. Expliquez-nous ce que vous faites, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir, c'est de reprendre d'anciens documents de fouilles pour les réinterpréter d'une certaine façon. Oui, moi je l'ai dit tout à l'heure, De Vaux a fait une interprétation a priori, puisqu'il connaissait l'histoire, comme il avait trouvé la villa, il a raconté ce qui se passait dans la villa. En fait, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que son schéma s'est un peu effrité. Quel est notre travail à nous? Eh bien, c'est de dépister comme une enquête là où il a surestimé le site, où il a surinterprété. Donc, à ce moment-là, on peut reposer la question. Et il y a quand même un certain nombre de points qu'on a remis en question et qui, finalement, changent la perspective d'ensemble. On est obligé aujourd'hui de dire, attendez, Qumran, c'est plus compliqué. Alors, comment fait-on? Eh bien, si on a un soupçon sur une jonction de murs, ou est-ce que cette cloison a vraiment partagé? Est-ce qu'elle est appuyée ou liée aux autres murs? Il faut aller voir sur place. Et donc, c'est en regardant sur place qu'on se fait une opinion un peu plus documentée. Donc, Khirbet Qumran et Ain Feshka, c'est aux éditions Vandenhoek et Ruprecht à Göttingen. Merci à tous les deux. Je rappelle que cette émission a été en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible. Merci de nous avoir fait découvrir Qumran 70 ans après. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.